Merci Corinne, bonjour. Je suis ravi d'être à nouveau, j'allais dire, puisqu'on était à Lille effectivement l'année dernière, et de vous parler d'un concept sur lequel on s'appuie beaucoup aujourd'hui pour nourrir l'approche autour des 1000 premiers jours, comme ça vient d'être présenté, qui est une approche qui s'appelle le nurturing care en anglais, qui a été traduit en français par soins attentifs. Nous, on rajoute maintenant un qualificatif qui est soins attentifs chaleureux. Vous allez évidemment comprendre très vite pourquoi. L'idée donc de l'importance de ces soins attentifs, c'est vraiment dans cette idée des 1000 premiers jours, de voir comment soutenir, et tout au long de la vie, c'est pour ça qu'on parle des 1000 premiers jours, mais en fait, ça concerne l'ensemble de la trajectoire de vie, comment dès les premiers mois vont se construire la réalisation du potentiel à chaque instant de l'individu. Et ce plein potentiel, ce que souligne l'OMS, c'est que, vous voyez ici, il y a 43% d'enfants de moins de 5 ans dans le monde qui risquent de ne pas l'atteindre pour tout un tas de raisons, comme d'ailleurs ça a été un petit peu tout à l'heure très bien décrit sur la lecture sur l'obésité. On part d'un principe que les jeunes enfants ont besoin de soins attentifs pour se développer physiquement, mentalement, socialement, investir dans cette période-là, ça renforce la possibilité de réduire les inégalités sociales de santé, et que donc le secteur de santé, en soutien à ce que les Anglais appellent le caregiver, c'est-à-dire l'adulte qui va venir répondre, ou en tout cas tenter de répondre du mieux possible aux besoins fondamentaux de l'enfant, va être soutenu. Et donc cette idée de trajectoire de vie pourrait paraître finalement une notion très individuelle, et bien là aussi l'importance de prendre en compte les contextes de vie, de connaître les conditions qui vont être favorables ou défavorables à la réalisation de ce parcours de vie selon une trajectoire qui va être variable dès le point de départ, puisque évidemment dès la naissance, et je dirais avant pour les parents, on a déjà des facteurs qui vont tendre à infléchir ou au contraire à soutenir, comme vous voyez ici, la trajectoire de vie en fonction des moments de vie. Et vous voyez que ça commence très très tôt avec des inégalités en fonction notamment des conditions socio-économiques, des conditions de vie, des conditions évidemment de paix ou de guerre dans les pays, etc., etc. Et les services qui vont être finalement disponibles, et quand je dis services, c'est vraiment au sens très très large du terme, non seulement les services de santé, mais l'ensemble des services qui permettent au soutien de ces facteurs qui vont être plus ou moins favorables, vont infléchir ou pas la trajectoire de vie avec plus ou moins de risques au niveau de la santé. Alors il y a un concept qui est de plus en plus mis en avant, qu'on pourrait appeler le concept de santé relationnelle, qui fait référence à cette capacité de former, de maintenir des relations sûres, stables et enrichissantes, car on sait aujourd'hui, et c'est vraiment l'enjeu de cette période des 1000 jours, qui sont un puissant antidote à l'adversité de l'enfance et en réponse au stress toxique. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité à réparer, à faire face aux défis de la vie, en favorisant donc les compétences d'adaptation nécessaires. Et de plus en plus, la santé au plan santé publique est vue comme la capacité finalement d'adaptation et de créativité devant les défis, les événements de vie. Alors, évidemment, ces relations sûres, stables et enrichissantes sont fournies dès le départ par les adultes en responsabilité avec l'enfant dès la naissance. L'entourage, finalement, est aussi fondamental. C'est les grands-parents, c'est les entourages des parents. On voit tout de suite qu'ici, il est très très important d'avoir en conscience le niveau d'isolement des parents pour pouvoir répondre aux besoins fondamentaux. Pourquoi ? Parce que ici vous avez le schéma des besoins fondamentaux universels de l'enfant qui avait été issu du travaux de consensus pour la loi de protection de l'enfance en février 2017. Tous les besoins de l'enfant, finalement, vont se construire sur ce qu'on appelle un méta-besoin, qui est le méta-besoin de sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité physique, etc. Et pour, finalement, le bébé, il n'a qu'une seule manière, au départ, de faire appel, c'est ce qu'on appelle les signaux de détresse, qui témoignent de sa vulnérabilité, tout simplement. Et pour pouvoir y répondre, il faut qu'un adulte puisse développer un engagement affectif, une disponibilité, une proximité psychologique et physique, une accessibilité.
et que ces capacités-là pour l'adulte, elles dépendent aussi de ce que l'adulte a pu vivre lui-même en tant qu'enfant. Et donc on peut se retrouver très facilement devant des difficultés à répondre à ses besoins. Et il y a tout un tas, évidemment, de situations. J'ai souligné ici quelques-unes. La prématurité, les conditions de vie précaires des parents, le stress chronique, la vulnérabilité psychique maternelle, par exemple, la difficulté à saisir, finalement, la signification des signaux et la perception de leurs signaux, et évidemment, qui vont être plus ou moins avantagés avec aussi les capacités de l'individu, empathique ou pas, les addictions, etc. Donc tout ce qui va permettre de détecter et de répondre aux signaux, ou tout ce qui va plutôt entraver à cette disponibilité. De manière générale, je n'ai pas le temps vraiment de rentrer dans les détails, mais ça se fonde sur les concepts de réactivité au stress, la fuite, l'agressivité, la sidération, et qui vont potentiellement entraîner une réponse inadéquate. C'est comme ça que l'on peut expliquer, par exemple, le début de la maltraitance, la négligence, etc. Or, on sait que pour un adulte, cette capacité à répondre à besoins s'ancre chez lui-même dans la satisfaction de ses propres besoins. Donc on voit tout de suite qu'il y a cette notion de chaîne de sécurité où le soignant va venir être un maillon essentiel pour essayer de sécuriser l'adulte en responsabilité de la réponse à ses besoins. C'est ce que une chercheuse dont je vais tout de suite parler, Ruth Feldman, appelle le cercle vertueux de l'ocytocine. Et on parle, bon, vous voyez, j'ai osé le mettre dans la diapo, on parle d'amour en fait, et des difficultés à mettre en place ce cercle vertueux. Ruth Feldman, qui est une chercheuse israélienne, est un peu la chercheuse en pointe sur la biologie de l'amour, en fait, la biologie notamment, qui a permis de mettre en avant, je n'ai pas le temps de trop vous décrire cette recherche, mais elle concerne des prématurés versus des enfants nés à terme qui ont été suivis dans une cohorte sur 20 ans. Et en gros, la conclusion, c'est que les câlins, c'est très 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 bon et très 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 tôt. Donc ça vient un petit peu casser quelques idées sur faut-il ou pas laisser pleurer son enfant, des choses qu'on continue à entendre parfois. Et bien là, elle a très bien montré que les cerveaux entrent en synchronie. Le cerveau entre la mère et l'enfant, elle a aussi, évidemment, fait des recherches ici avec les pères, aussi chez des couples d'ailleurs de pères homosexuels, pour montrer que c'était l'expérience de l'interaction qui allait provoquer, créer cette synchronicité, à la fois au niveau du cerveau et aussi au niveau biologique par de sécrétion d'ocytocine, c'est-à-dire les mêmes niveaux entre le bébé et, chose assez extraordinaire aussi, dans la triangulaire, lorsque c'est un couple, il va y avoir une synchronie entre les trois. Je n'ai pas le temps, évidemment, vous voyez que c'est assez complexe, mais il y a toutes les références. L'Académie nationale de médecine a renforcé, sur la base de toutes ces connaissances scientifiques, cette idée que les interactions du bébé avec son environnement, de la période fœtale aux premières années de vie, sont fondamentales. Elles stimulent la maturation neurologique, sensoire-moteur, cognitif, émotionnelle, sont la base de la compréhension qu'a le bébé de son environnement, et on sait très bien qu'un attachement sécure, ça va viser à permettre au bébé d'explorer son environnement. Et les parents, qui portent toute leur attention aux signaux, lui adressent des réponses appropriées, et c'est comme ça qu'il va y avoir ce cercle vertueux qui va aussi nourrir les parents, et ça c'est très important, c'est ce que les Anglais appellent le serve and return, c'est-à-dire que le fait de voir que l'on est en capacité de détecter et de répondre aux besoins de l'enfant, ça va aussi nourrir ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences parentales. C'est un terme un petit peu, peut-être un peu, pas toujours très, très joli, mais qui souligne le fait que on ne naît pas parent, on est aussi un bébé parent quand on a un bébé, et que c'est dans cette variété d'interactions, cette multiplication de l'expérience que va se construire finalement le lien parent-enfant. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'OMS a développé, et il y a donc maintenant des documents en français pour les soignants, ce cadre des soins attentifs et de comment concrètement les mettre en place pour favoriser les interactions précoces. Donc ça reprend ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur le diabète, c'est que c'est une approche non seulement axée sur le parcours de vie, mais aussi qui prend en compte les environnements et pas seulement une approche, ça peut paraître paradoxal, mais pas seulement une approche
individuelle, puisqu'on voit que les enjeux sont, si vous allez sur les derniers petits bullet points, on sait, puisque ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la recherche sur les câlins montrait surtout qu'à l'âge adulte, il y avait plus de relations empathiques, de capacité à s'engager dans des relations sociales empathiques lorsqu'on avait reçu plus de câlins. Donc il y avait un lien, une espèce de lien linéaire entre la dose de câlins à l'enfance et la capacité à l'âge adulte d'entrer dans des relations plus saines entre adultes. Donc c'est pour ça que l'OMS parle d'amélioration de la cohésion sociale et de contribution à la paix. Donc c'est une jolie ambition. En quelques mots, voici ici, sous forme d'un schéma, les grandes catégories des composantes des soins intensifs. La première, c'est tout simplement la capacité d'un adulte qui prend soin d'un enfant à surveiller l'état physique, émotionnel, la bonne santé. Donc ça a été sous ce vocable-là, avec cette idée de réponse appropriée aux besoins fondamentaux, l'alimentation, les pleurs, etc. Une nutrition adéquate, donc dès la période de la grossesse, avec vraiment aujourd'hui cette idée que le contact peau à peau est vraiment très 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 important pour renforcer cette qualité d'interaction. Et donc on voit que dans chaque acte de la vie quotidienne, l'interaction va être un petit peu la base de tout acte entre un adulte et un enfant pour répondre à ses besoins fondamentaux. Donc la qualité de l'interaction va venir renforcer finalement d'une certaine manière l'efficacité, si vous passez l'expression, de toute action d'un adulte responsable vis-à-vis d'un enfant. Et puis il y a l'ensemble des soins qui vont répondre aux besoins, protéger les enfants des effets négatifs de l'adversité. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, j'allais dire malheureusement, puisqu'on a des expériences en vie réelle d'événements négatifs dans l'enfance, et du lien entre les événements négatifs dans l'enfance, leur impact s'ils ne sont pas corrigés avec des soins très précoces, et tout un tas de, si vous passez l'expression, de fardeaux ensuite à l'âge adulte, de maladies chroniques, par exemple, encore une fois pour l'exemple de l'obésité, on sait aujourd'hui qu'il y a une proportion de l'obésité qui peut être en lien avec l'impact d'événements négatifs dans l'enfance, par exemple la maltraitance ou d'autres événements négatifs. Et donc, oui, juste un point, pour les professionnels, c'est aussi cette posture qui va viser à, plutôt que d'essayer d'emblée de donner des conseils, plutôt d'encourager, de féliciter, de valoriser les parents sur la base de l'observation de ce que tous les parents font déjà de manière un peu instinctive, si je vous passe l'expression, même si j'aime pas trop, mais en tout cas dans l'expérience, finalement, qui vont eux-mêmes créer et proposer. Quatrième grand déterminant, ce sont toutes les opportunités pour l'apprentissage précoce. Et là, vous voyez que c'est très, très variable. C'est tenir compte aussi des cultures, tenir compte de la capacité à entrer dans une relation de jeu, de plaisir. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle aussi un peu de ce vocable de santé culturelle qui est apparu dans la commission du rapport de la commission des 1000 jours. C'est le chant, c'est la parole. Donc, tout ce qui va être dans ce plaisir de jeu, de l'interaction, dans les actes de la vie quotidienne, l'habillage, le bain, toute occasion finalement d'opportunité d'interaction est une opportunité d'aller sur cette notion de qualité d'interaction attentionnée, sécurisante, chaleureuse. Et donc le dernier point, c'est justement la notion de sécurité et de sûreté. Où c'est une évidence, les enfants ne peuvent pas organiser leur propre environnement pour le sécuriser. Et donc c'est quelque chose d'absolument essentiel de tenir compte de cette manière de protéger l'environnement, y compris les risques d'accidents de la vie courante, etc. etc. D'avoir cette notion en fait que un enfant insécurisé, un enfant va se sentir isolé et donc ça va entamer ces capacités, ces facteurs qui vont lui permettre de réaliser son potentiel à chaque instant dans cette trajectoire de vie. Donc ça, c'est... Voilà, il y a juste pour vous montrer comment ça se présente, et ces recommandations en 4 catégories. Et évidemment, ces interactions au plan individuel vont s'ancrer dans des environnements qui vont être plus ou moins favorables. Donc on a d'abord
le caregiver, le parent, mais ensuite on va avoir la capacité des soignants à observer comment les parents entrent en interaction et venir soutenir ces interactions. Et puis, comme ça a été montré tout à l'heure, il va y avoir en cercle concentrique l'ensemble des déterminants sociétaux jusqu'aux politiques qui vont être plus ou moins favorables. Donc on voit que le premier cercle concentrique, c'est vraiment les soignants, en l'occurrence le médecin généraliste. Et pour terminer, finalement, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir analyser quels sont ensemble avec les familles les besoins des familles pour pouvoir entrer dans cette idée de qu'est-ce qui est finalement le plus urgent pour une situation en termes de sécurisation. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose de purement médical ou un souci médical. Pour pouvoir entrer sur les aspects médicaux, il y a cette notion de quelle est la qualité d'interaction qu'a le parent avec son enfant et quelle est la qualité d'interaction qu'a le soignant avec le parent et comment travailler à ces approches qui visent à prendre en compte la pression que peuvent avoir les parents sur ce rôle de parent justement qui est particulièrement difficile. Donc des interventions pour l'ensemble de la population et puis on développe des interventions plus ciblées sur les familles qui vont évidemment qu'on va dépister en situation de vulnérabilité psychosociale. Et donc on a un enjeu en France et ailleurs d'harmonisation sur le territoire, de disponibilité de ces offres, d'hétérogénéité évidemment. Et donc simplement se dire que construire cette culture autour de la puissance finalement de l'interaction. Souvent on nous demande en prévention quels sont les déterminants les plus importants pour qu'un enfant se développe, sur quel aspect de la prévention il faut travailler. Eh bien, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que, et on est nombreux à le dire, y compris l'OMS aujourd'hui, que la qualité d'interaction est le premier déterminant de santé sur lequel il faut absolument essayer de travailler. On a, pour terminer ici, je vous ai mis cette photo, mis en ligne un guide, un rapport sur l'implantation d'interventions de prévention à domicile pour les associations ou institutions qui les développent, comme notamment dans les services de protection maternelle et infantile et d'autres. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.